Bien, alors il y a 10 ans, j'ai décidé d'être heureux. Alors normalement, je ne devrais pas vous avoir perdu jusque-là, parce que vous auriez, je pense, la plupart d'entre vous devriez avoir lu l'article que j'ai publié le 13 septembre 2021, qui évoque le fait que le 13 septembre 2011, effectivement, ce jour-là, 13 septembre 2011, j'avais décidé d'être heureux. Donc j'espère que vous avez lu l'article. Je vais faire référence de temps en temps pendant la conférence. Sinon, je vous ai paumé. Alors, c'est vrai que j'entends déjà un peu vos questions, là, juste par télépathie, là, du style non, mais Hervé, est-ce que tu as tout le temps été heureux, là, depuis 10 ans, non-stop? Non, hein, non, non, je vous rassure. Hein. Ben, Hervé, est-ce que tu as découvert une formule infaillible pour rester heureux en permanence? Non. Au risque de vous décevoir, non. Ben, Hervé, est-ce que tu as trouvé un truc, une astuce qui marcherait pour tout le monde? Non plus. Hervé, alors est-ce que peut-être en revisitant ces 10 années passées, il y a quelque chose qui vaudrait la peine d'être dit et qui pourrait nous occuper pendant une conférence de 45 minutes? Ah là, oui. Oui, 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 et peut-être même qu'il y aurait matière à écrire un livre, en fait, de ces 10 ans, de tout ce qui s'est passé. Et j'espère aussi que certaines choses que je vais partager avec vous aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif sur certaines personnes qui sont ici pour les 10 prochaines années de leur vie. Alors, je dis bien certaines personnes, ça ne peut pas marcher tout le monde, pour tout le monde, forcément, et puis bon, si c'était si facile, ce ne serait pas amusant. Bon, en tout cas, vous voulez tenter votre chance? Alors, on y va. Alors, je vais prendre juste 2 minutes pour me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, je suis Hervé Coudière, je suis consultant en management et je dirige Hommes et Coopération, qui est un organisme de formation certifié Calliope. Mon métier à moi, c'est d'amplifier la coopération positive. Et donc, pour ça, je m'adresse aux dirigeants, la filière RH, managers, toute personne qui souhaite améliorer à la fois la performance, le bien-être et l'engagement. Pour moi, c'est un triptyque important. Ça fait plus de 20 ans que j'interviens en tant que conseil, consultant, formateur, coach, conférencier, auteur également. J'ai écrit 2 livres que vous voyez en dessous, là, avec une approche qui est résolument positive. Dans l'esprit, c'est de générer de la croissance durable des personnes et des organisations. On y va. Alors, bien sûr, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter toute ma vie depuis 10 ans. Là, tout de suite, j'ai peur que ça ne tienne pas. En fait, j'ai effectué un gros travail pour éplucher les 10 dernières années que j'ai fait depuis le 13 septembre. Là. Et j'ai choisi de vous présenter 3 clés qui me semblent particulièrement effectives pour être heureux et le rester. En tout cas, le mieux et le plus possible. Voilà. Alors, la première clé, c'est, et vous n'avez pas été étonné peut-être, mais c'est de savoir vivre pleinement l'instant présent. Voilà. En fait, c'était essentiellement le contenu de ma recette du bonheur que j'ai créée en 2012. Ah, là, j'entends un bruit important. Hop, je coupe le micro là. Voilà. En 2012, j'avais créé un écrit et j'ai fait une conférence qui s'appelait « Ma recette du bonheur » en 2012. Donc, juste après 2011, juste après avoir décidé d'être heureux. Et c'était essentiellement ce qu'il y avait dedans. Et je disais que finalement, pour être heureux, il faut vivre pleinement l'instant présent. Et je dois dire qu'avec l'expérience, avec 10 ans d'expérience, moi, je confirme aujourd'hui que c'est une compétence clé du bonheur. Alors, vivre l'instant présent, pour moi, ça s'intègre dans le corps, dans les cellules même, de pouvoir vivre pleinement les moments heureux. J'ai dit dans ma publication là, que j'avais vécu un mois d'août 2011 absolument fabuleux, qui m'avait fait dire effectivement, mais c'est le meilleur mois de ma vie. Je n'ai jamais vécu un mois aussi
voilà, aussi fou, aussi joyeux, hein. Eh bien, ça a continué. J'ai noté notamment en juillet 2014 que j'ai vécu à nouveau le meilleur mois de ma vie. C'était encore mieux que août 2011. Et à ce moment-là, en août 2014, je me dis, en fait, ma réalité dépasse mes rêves. Alors, moi, autant je valorise beaucoup les rêves, autant, bah, en juillet 2014, je me suis rendu compte qu'en fait, en vivant vraiment pleinement l'instant, en le vivant dans le corps, en fait, le corps nous propose voilà, des pétillements, des sensations nettement supérieures, très nettement supérieures à tout ce qu'on peut rêver. Donc voilà, ma réalité dépasse mes rêves. Voilà ce que j'ai vécu, notamment en juillet 2014, et maintenant c'est vraiment ancré, cette capacité à pouvoir vivre pleinement l'instant présent. Et ensuite, j'ai eu un autre mois particulièrement décapant, qui était novembre 2018, qui est devenu aussi le meilleur mois de ma vie, où là, il y a eu un ensemble de choses alors qui se sont, voilà, où j'étais particulièrement joyeux, heureux, en réussite, etc., aussi bien voilà, dans les sensations corporelles, ou avec ma partenaire, ou avec l'activité professionnelle, avec mes enfants, etc. Et si bien que tout était en haut. Et là, ça a été juste un mois absolument décapant, merveilleux. Et en plus, novembre 2018, ce qui est quand même remarquable, puisque autant mois d'août, mois de juillet, bon, bah, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est détente et tout. Et les meilleurs mois de ma vie, ok, bah, c'est facile. Autant novembre 2018, on dit novembre, souvent, c'est un mois plutôt un peu déprimogène. Bah, mois de novembre 2018 a été carrément fabuleux. Voilà. Voilà. Et puis j'ai vécu un tas effectivement de moments voilà, de joie, de bonheur, d'extase avec ma partenaire, avec mes amis, en stage de développement personnel ou de découverte, ou même au travail aussi, hein. Il y a des moments exceptionnels que voilà, j'ai vécu, mais que chacun peut vivre. En fait, l'idée, c'est voilà, de les vivre vraiment pleinement, dans son corps, pour vraiment imprégner. Et ça permet aussi d'affermir sa capacité à vivre justement intensément les choses. Le fait de le vivre, ça donne confiance dans sa capacité à vivre les choses, et puis peut-être d'aller à chaque fois, enfin, je n'ai pas forcément l'idée d'aller toujours plus loin, mais en fait, il y a vraiment, c'est un muscle, hein, qui se fait, qui se génère, qui se renforce, hein, je dirais, et ça renforce la confiance en soi de pouvoir vivre ça. Ce que je propose moi souvent, et ce que moi j'essaye de faire, alors je pense que je ne le fais pas systématiquement, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à, quand je vis un moment fort, un moment important, c'est de le partager avec des amis, avec des personnes qui me sont chères, avec la famille, avec ma partenaire. Voilà. Parce que la joie, quand on vit la joie, elle est faite pour être partagée. Et donc, le fait de le partager, on le revit une deuxième fois parce qu'on raconte l'histoire, on raconte dans l'état dans lequel on est, donc on vit encore plus ce moment-là. Et puis, on le partage avec d'autres, donc ça permet à d'autres aussi de le vivre. Et moi, j'adore aussi quand d'autres me racontent leur joie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont ici avec lesquelles on partage parfois voilà, des moments particulièrement joyeux, et c'est très enrichissant. Donc là, on a doublé, je dirais, en plus notre capacité de bonheur. Je propose même de la tripler, cette capacité de bonheur et de vivre les choses intensément. C'est d'écrire. Écrire, prenez le temps d'écrire ces moments-là. Moi, j'ai une note sur mon téléphone qui s'appelle « Je suis super heureux ». Voilà. Et ben, quand je vis des moments où je suis vraiment super heureux, et ben, je le note, j'écris et je dis aujourd'hui, telle date, et puis voilà ce qui se passe pour moi. Et bien, j'essaie de comprendre pourquoi je suis heureux, qu'est-ce qui me rend tellement heureux, tellement joyeux comme ça. Voilà. Et ça me permet de le revivre une troisième fois, puis après, je peux encore le revivre encore une quatrième fois en relisant de temps en temps. Je relis cette note parce qu'elle est précieuse pour moi. Mais comment je fais pour être particulièrement heureux? Donc ça, je voudrais aussi évoquer, durant ces 10 ans, comment j'ai aussi travaillé à construire, à aller plus loin dans cette capacité à vivre les moments joyeux, les moments présents qui étaient particulièrement positifs. Et là, alors je vais vous présenter, il faut que je retrouve ma présentation, voilà. Et là, je vais parler des émotions positives qui sont notamment, alors que moi j'ai découvert à travers le livre de Barbara Fredrickson qui s'appelle Mieux vivre avec la pensée positive. Alors,
c'est une traduction que j'aime pas beaucoup le livre en américain s'appelle Positivity, mais c'est un livre vraiment, vraiment fabuleux et Barbara Fredrickson a beaucoup travaillé sur les émotions positives, justement, positives et négatives, mais particulièrement sur les émotions positives. Et là, moi, j'ai créé du coup un jeu de cartes, alors que vous voyez à l'écran, mais que j'ai aussi moi sur mon bureau en permanence, c'est toujours devant moi, qui met en évidence, alors il y a 10 émotions positives, en tout cas, qu'elle présente comme étant les émotions les plus courantes. Hein. Souvent, quand on parle d'émotions positives, on connaît la joie, mais en fait, il y en a plein. Hein. Je vous propose juste de regarder ces 10-là, la sérénité, l'amusement, la gratitude, l'émerveillement, la joie, l'amour, la reine des émotions, d'après Barbara Fredrickson, l'intérêt, la fierté, l'optimisme, l'inspiration, et il y en a bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Alors là, dans l'exercice que moi j'ai fait et qui m'a vraiment permis d'aller plus loin dans la découverte de ces émotions positives, là, pour les vivre, encore une fois, vivre une palette plus importante d'émotions positives et les vivre plus intensément, plus longuement, plus fréquemment, eh bien, ça a été pendant 10 semaines, chaque semaine, je prenais une émotion positive et je me disais, OK, cette semaine, alors je prenais le dimanche soir, et je me dis, OK, cette semaine, eh bien, je vais vivre un maximum, au plus que je peux, cette émotion. Voilà. Et donc, pendant la semaine, j'avais la carte devant moi et puis j'essayais de vivre, déclencher cette émotion autant que je pouvais, aussi longuement que je pouvais, aussi intensément que je pouvais. Et je faisais le dimanche soir suivant, je faisais un petit bilan, me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai découvert, comment ça se passe, etc. Et c'est juste extraordinaire ce qu'on découvre en cherchant à vivre. En fait, on s'aperçoit qu'on a un pouvoir, hein, un pouvoir de déclencher, d'aller plus loin, de les vivre plus fort, plus intensément, plus longuement ces émotions, parce que juste d'en prendre conscience et de se concentrer dessus, de mettre de l'attention dessus. Je prends notamment la gratitude, qui était pour moi une émotion que je connaissais, que je savais vivre. Hein. Puis je disais, oui, la gratitude, ouais, c'est bon. Ouais, mais alors, pendant une semaine, là, je me suis rendu compte de la puissance de la gratitude et de jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Et je me suis rendu compte que moi, OK, oui, je la vis bien, cette gratitude, mais je peux aller beaucoup plus loin, quoi. Je me suis rendu compte de l'étendue de ce que ça pouvait être. Donc, voilà. Aller à la rencontre des émotions positives, en tout cas, moi, ce travail, ça m'a vraiment aidé à découvrir aussi que j'ai encore du chemin à faire pour vivre encore plus les émotions. Et je sens bien qu'il y a des émotions sur lesquelles je suis encore un peu limité. Je sens que je pourrais aller plus loin. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau travail, là aussi, pour vivre plus intensément les choses. J'ai parlé aussi, toujours dans Vivre l'instant présent, j'ai parlé aussi dans ma publication de collectionner les premières fois de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le 1er janvier 2012, en fait. Et c'était une idée folle, parce qu'avant, j'avais vécu des périodes où j'étais blasé. Et je me suis dit, 1er janvier 2012, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais tenir une collection. En fait, je fais ça sur un tableau Excel. Hein. Bon, ça n'a rien de très sexy, mais de dire toutes les semaines, chaque semaine, je vais noter quelque chose que je fais pour la première fois de ma vie. Et je me suis fixé comme objectif de dire, chaque semaine, il faut que je fasse un truc pour la première fois de ma vie. Voilà. Et bien, depuis 2012, depuis le 1er janvier 2012, donc ça va faire 10 ans, hein, on approche du 1er janvier 2022, eh bien, chaque semaine, il ne s'est pas passé une semaine dans laquelle je n'ai pas vécu une chose pour la première fois de ma vie. Voilà, chaque semaine. Et en général, chaque semaine, ce n'est pas une chose. Et c'est 2 choses, 3 choses, 5 choses, 7 choses parfois dans la semaine. En fait, c'est les premières fois de ma vie que je vis ça. Alors, ça peut être des choses importantes, comme effectivement, le 22 septembre 2016, mon premier livre qui sort, qui est diffusé en librairie. Alors là, waouh, génial, première fois de ma vie. Oui, forcément, c'est un gros truc. Mais des fois, ça peut être des choses un peu plus, je dirais, ordinaires. Tiens, la première fois que j'ai fait un trajet en vélo électrique, hein, en Vélib à Paris, tiens, hop, première fois de ma vie que je fais du vélo électrique, génial, quoi. Première fois que j'anime un webinaire. Tiens, c'est la première fois. Première fois que je goûte un nouveau plat.
exotique ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément, ou que, je sais pas, la première fois que j'épluche un poireau de ma vie, ah bah tiens, bah, voilà, et pourquoi pas, hein. Voilà, cette semaine, hier, par exemple, première fois de ma vie, j'ai animé une journée complète en hybride. J'avais un groupe de 4 personnes, il y a une personne qui était malade ou voilà, qui devait se tenir à distance et qui était à distance. Et donc, du coup, j'ai animé cette formation en hybride. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Voilà, c'est très bien passé. Voilà. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet effectivement aussi de se centrer sur le quotidien, sur ce qu'on vit, hein, de percevoir le renouveau en permanence de la vie, de rester toujours attentif justement à l'instant présent et de voir, et justement pour se rendre compte que ben, ah oui, mais ça, c'est la première fois que je vis un truc comme ça, c'est génial, quoi. C'est à chaque fois d'être dans une forme d'émerveillement. Et puis, finalement, ça renforce la confiance en soi. Parce que quand je vois toutes les choses que je fais pour la première fois de ma vie, toutes les semaines, etc., mais je me dis, mais je suis capable je suis capable de changer, je suis capable d'évoluer, je suis capable de relever des défis, je suis capable d'en faire des choses merveilleuses, quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui renforce la confiance en soi, l'estime de soi, vraiment très, très importante. Voilà ce que je voulais dire sur cette première clé, de vivre l'instant présent. Alors évidemment, je passe sur les techniques, méditation, exercice corporel, discipline ou la maîtrise de l'attention, qui sont autant de voies qui permettent effectivement de vivre plus pleinement l'instant présent. Tout ça, ça peut faire l'objet de formation, de renforcement, etc. Mais je voulais juste illustrer par des exemples concrets. Deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est identifier ce qui est important et s'y engager. Alors, pour aborder cette deuxième clé, je voudrais d'abord mettre en perspective la première. Parce que le bonheur ne se résume pas à vivre pleinement l'instant présent. Non. Je suis désolé, d'abord parce que la vie nous envoie des contrariétés, qui font qu'on ne vit pas en permanence sur un nuage rose. Ensuite, parce qu'il y a le phénomène d'habituation hédonique, qui fait qu'on se lasse des bonnes choses. Comme je dis toujours, quand on mange un carré de chocolat, c'est super bon. Le deuxième, très bien. Et puis quand on est à la fin de la tablette, déjà, on ne sent plus le goût du chocolat. Et puis en plus, peut-être qu'on a mal à l'estomac. Donc juste le plaisir, voilà, et dans le plaisir permanent renouvelé comme ça, en fait, juste ça ne fonctionne pas. Et puis enfin, parce que je crois moi je crois profondément que l'être humain, il a des perspectives. On a voilà, un cerveau, un préfrontal, et on imagine l'avenir, des perspectives, etc. Et tout ça, ça dépasse simplement l'instant présent. Et d'ailleurs, si je me réfère à Martin Seligman, qui a lancé le courant de la psychologie positive, lui, il parle de 5 aspects du bonheur. Et donc, le premier aspect, effectivement, c'est le plaisir. Effectivement, c'est un des aspects qui contribue au bonheur, les émotions positives, tout ce dont je viens de vous parler avec vivre intensément l'instant présent. Mais c'est une bulle parmi 5. Le plaisir, c'est plus le côté hédoniste. Et on va avoir d'autres côtés comme l'engagement. C'est-à-dire, quand je m'engage à faire quelque chose, ce n'est pas forcément que du plaisir, parce que peut-être que je vais souffrir, je vais suer, peut-être ça va être difficile. Mais le fait de s'engager, eh bien, ça génère du plaisir. Le sens est tellement important, faire des choses qui ont du sens pour soi. Je vais y revenir. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, vous sentez bien que là, on va dans voilà, temporellement aussi, des choses qui sont beaucoup plus accrochées que le simple plaisir de l'instant. Quand on fait des choses avec sens, on peut s'engager dans des projets de long terme qui ont du sens et qui donnent du bonheur, du cœur à l'ouvrage, tout simplement. Quatrième bulle, c'est les réussites. Voilà, avoir du résultat positif aussi, réussir ce qu'on fait, c'est aussi important. Alors même si on ne réussit pas tout, j'y reviendrai. Et puis enfin, les relations, qui sont un des aspects tellement importants du bonheur. D'ailleurs, il y a une grande enquête qui a été faite aux États-Unis qui montre que les personnes heureuses ont des meilleures relations que les personnes moins heureuses. Voilà. Des meilleures relations de qualité. Ce n'est pas le nombre d'amis sur Facebook qui compte. Voilà. Donc, voilà, ça pour mettre en perspective, effectivement, le fait qu'il y a d'autres choses que simplement le plaisir.
Et alors moi, quand j'ai fait ma formation en psychologie positive, c'était en 2016, on a fait un exercice qui s'appelle « Moi au top du top », que certaines personnes qui sont ici d'ailleurs connaissent, et où je leur ai même demandé de le faire, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial, cet exercice, où on s'imagine au meilleur de soi-même. Et en fait, en faisant cet exercice, j'ai pris conscience que pour moi, les moments où je me sens le mieux, c'est quand je m'engage dans des actions qui ont du sens pour moi. Voilà, que je suis vraiment pleinement engagé dans des actions qui ont du sens pour moi. C'est vraiment voilà, la prise de conscience que j'ai eue en faisant cet exercice. Eh bien, ce qui s'est avéré, voilà, c'est 2 ans plus tard, en fait, quand j'ai eu je me suis renseigné sur effectivement où en était la psychologie positive. Eh bien, en fait, ce que disent les recherches aujourd'hui en psychologie positive, c'est que le bonheur, finalement, n'est pas un but à poursuivre. Il ne faut pas chercher le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est déceptif. Parce que si on le cherche, on ne l'a pas, donc on est déçu. Et puis, c'est contre-productif. Parce que finalement, en fait, on court après quelque chose en fait, on ferait mieux peut-être de le chercher en soi. Hein, c'est quelque chose qu'on a plus en soi. Donc, le bonheur, ce n'est pas un but à poursuivre, mais effectivement, il émerge de l'engagement que l'on choisit vers ce qui a du sens pour soi. Donc, j'ai trouvé vraiment, voilà, je me suis rendu compte que là où ce que trouvaient les chercheurs en psychologie positive, les études, en fait, rejoignaient tout à fait ce que moi, j'avais perçu à travers cet exercice de moi au top du top. Et donc, voilà, j'ai mis comme illustration voilà, quelqu'un qui monte la montagne parce que le bonheur émerge de l'engagement qu'on choisit vers ce qui a du sens pour soi. Ce n'est pas forcément que du plaisir, ça peut être effectivement des difficultés, de l'engagement, de la sueur, voilà, des difficultés à surmonter. Alors, qu'est-ce qui fait sens pour vous, hein? Qu'est-ce qui est vraiment important? Quels sont vos désirs, vos projets, vos rêves qui vous tiennent le plus à cœur? C'est une question que je pose souvent en coaching ou dans mes formations. On y travaille pas mal. Et ça nécessite un bon niveau de réflexion pour s'aligner avec sa propre authenticité, être vraiment au clair. Au-delà des préconçus, des modèles, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, voilà, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que je veux vraiment devenir? C'est quoi mes rêves? Alors, pour illustrer, je pense à vous parler d'un rêve que j'ai fait, enfin que j'ai mis en évidence en 2009, quand mes enfants avaient 4-5 ans, ou 5-6 ans, de faire un voyage itinérant de 3 semaines aux États-Unis avec mes enfants. Et ça, c'était en 2009. Et j'ai posé ce rêve et je me suis dit, mais oui, mais mes enfants sont trop petits. Puis alors, j'étais pas du tout prêt à faire ça. Et 3 semaines, où est-ce que j'allais trouver? Enfin bref, donc en fait, il s'est rien passé. Mais ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire, prenant conscience de ce rêve, c'est que je me suis dit, et ça c'est une belle pratique aussi que j'aime beaucoup, c'est comment je peux faire pour faire en sorte que des petits bouts de ce rêve se réalisent. Et donc, à partir de, je sais pas, 2013, je crois, ouais, c'est 2013, j'ai fait mon premier voyage itinérant avec mes enfants en Angleterre, pendant une semaine. Donc, c'est fait un voyage itinérant, une semaine en Angleterre. Et c'était un petit bout du rêve. Ce n'était pas aux États-Unis, ce n'était pas 3 semaines, mais ça y était, on avait enclenché ce truc-là. Et puis l'année d'après, on est parti, alors, je sais plus, on était en Allemagne, on était en Espagne, on était en Italie, on a fait plusieurs pays autour, en type voyage itinérant, pour s'entraîner. Et puis, début 2018, mes enfants étaient prêts, ils étaient un peu plus âgés, 16 ans, ils savaient parler anglais. Et puis j'ai dit, c'est peut-être le moment d'y aller. On a dit, OK, banco. Et en 2018, j'ai réalisé ce rêve de partir 3 semaines en voyage itinérant avec mes enfants. Voilà, qu'est-ce qui est important? C'est quoi vos rêves? Et l'idée, c'est, il faut les réaliser. Les rêves sont faits pour être réalisés. Alors, quand je dis ça, je dis aussi que certains rêves, on ne les réalise pas et puis tout va bien aussi. Mais en tout cas, j'aime bien dire, c'est important de rêver. Et ça donne beaucoup d'énergie juste de rêver quand on fait l'exercice de juste écrire sur un papier
vos rêves, vos désirs, ce qui vous tient le plus à cœur, juste de l'écrire, ça fait un bien fou. Alors, j'avais prévu de vous partager là, dans ce sens-là, dans le sens effectivement de savoir qu'est-ce qui est important et pour pouvoir s'engager et mettre de l'énergie dedans. Moi, j'ai identifié, alors ce n'est pas moi tout seul, hein, mais je parle souvent de 6 domaines de vie, d'une vie équilibrée. Hein. Et donc, je mets d'abord tout ce qui est les relations, hein, les amis, le couple, la famille, la concentration, la création. Alors moi, j'ai coutume de dire, en fait, pour moi, voilà, j'ai une force de créativité. Et quand je ne crée pas, je crève. C'est vraiment mon leitmotiv. Donc moi, il faut vraiment que je passe du temps à créer, sinon ça ne va pas. Et peut-être en ce moment, je ne crée pas assez d'ailleurs. Alors cette conférence me donne un peu l'occasion quand même. Il y a tout ce qui est les réunions de travail et de coordination avec les autres qui sont nécessaires, surtout quand on est en entreprise et puis voilà, du coup, on ne travaille pas tout seul sur une île déserte, donc on a besoin d'être en concertation avec les autres. Il y a tout ce qui est, alors ça c'est moins, enfin ça dépend, hein, c'est l'aspect un peu, c'est la prose, c'est pas la poésie dans la vie, là, c'est les déplacements, l'entretien, les contraintes ménagères et administratives par lesquelles on doit bien passer aussi quand même, sur les choses qui peuvent mal se passer. Il y a une partie sport, loisirs, voyage, découverte, ouverture, voilà, changer d'air, etc., qui est très important aussi. Et puis enfin, le dernier, le sommeil, le repos, la détente, la santé, le corps, faire attention à son corps, à sa propre santé, à son alimentation, etc. Voilà. Pour moi, ces 6 domaines d'une vie équilibrée, j'ai une attention à faire en sorte que je n'abandonne rien là-dedans ou que ce soit juste par moment. Alors, et là, le principe, c'est de dire qu'on n'est pas tiraillé par tous ces domaines. Hein. Il y a des personnes, souvent, se sentent tiraillées en disant « Ouais, mais comment je fais pour allier tous ces domaines? Ça me tiraille de partout. Hein. » En fait, l'idée, c'est simplement de se dire, dans une journée, il y a 24 heures, il y a du temps pour la famille, du temps pour la concentration, du temps pour les réunions de travail, etc. Ou dans la semaine, il y a 7 jours. Voilà. C'est un temps pour tout, chaque chose en son temps. C'est la loi de l'Ecclésiaste. Et puis, eh bien, on peut donner du temps à chacune de ces choses. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder où est-ce que, voilà, comment votre vie est équilibrée ou pas dans ces différents domaines. Et puis, peut-être de se dire, comme moi, à un certain moment donné, de me dire, mais j'ai complètement abandonné mes amis. Quoi. En fait, je bosse tellement, et puis je suis tellement dans d'autres choses, etc. Je n'ai plus de temps pour être avec mes amis. Ça fait ça un certain temps, je crois. Et puis, j'ai repris, et du coup, j'ai repris du temps sur autre chose pour être plus avec mes amis. Je voulais aussi raconter, ça je le raconte moins, que durant ces 10 dernières années, en fait, j'ai fêté mes 50 ans. C'était en 2017. Et ça, justement, en fait, c'est un peu lié parce que c'était vraiment l'idée de m'engager davantage auprès de mes amis, auprès des gens qui me tiennent le plus à cœur, et ma famille également. Et j'ai fait un truc fou, c'est que je me dis, OK, 50 ans, 50 personnes, budget 5 000 €, je loue un lieu dans lequel tout le monde va pouvoir loger pendant tout le week-end, et puis on va se faire pour une grosse fête, juste être ensemble, s'amuser, et puis fêter, célébrer. Et pour moi, ça a été vraiment un grand moment, fondateur aussi. Je me suis donné un défi justement aussi pour créer le rapprochement avec aussi bien avec ma famille, mes amis que j'ai mélangé, parce que sur 50 personnes, j'avais 25 en gros 25 amis, 25 familles. J'avais voilà, 25 hommes, 25 femmes, mais toutes générations confondues. J'avais des enfants de ma génération, la génération au-dessus, mes parents, et puis, voilà. Et je me suis lancé un défi, c'était pendant 100 jours avant les 50 ans, donc j'ai calculé 100 jours avant, et je dis pendant 100 jours, chaque jour, je vais poster quelque chose. Alors j'ai fait un groupe Facebook fermé, et je me suis dit, je vais communiquer auprès de ces personnes qui me sont chères, que j'aime. Je vais communiquer à propos de moi, à propos de ma vie, à propos de ce que je fais, pour me révéler, pour montrer un peu plus voilà, qui je suis, pour me montrer un peu plus.
Et puis, ça a été bien sûr un défi, 100 jours d'affilée. J'ai vraiment publié 100 jours de suite. Et puis, ça m'a entraîné aussi justement à publier, ce qui fait que maintenant, je suis un peu moins, voilà, j'ai un peu moins de réticence, hein, à publier des choses voilà, sur LinkedIn ou Facebook ou autre chose. Voilà, à cette occasion aussi, j'ai décidé, puisque j'avais 50 ans, et je me dis, bon, bah, voilà, 50 ans après, la vie passe de plus en plus vite, hein, d'après les anciens. Et j'ai commencé je me suis fait aussi, justement, j'ai identifié des domaines qui sont vraiment importants pour moi. Et je me dis, je vais faire une revue chaque trimestre. Donc, chaque trimestre, depuis que j'ai 50 ans, je fais une petite revue pour voir que je ne lâche rien, que je ne lâche pas mes enfants, hein, parce que je veux que mes enfants soient engagés dans la vie, que je sois avec eux, qu'est-ce que je fais pour eux, comment ça se passe pour eux, ça c'est vraiment une des premières priorités, que moi-même aussi je m'engage, voilà, je regarde mes 5 bulles de bonheur aussi, où est-ce que j'en suis, mes capacités relationnelles, mes voyages, mes ouvertures, mes formations. J'ai vu qu'en 10 ans, j'ai fait 140 jours de formation, 14 jours de formation par an. Mon lieu de vie qui est important, mon appartement, mes amis, mes réseaux, mon couple, la créativité, qui est un aspect vraiment tellement important pour moi, mon activité professionnelle, bien sûr, le développement de mes coopérations, et puis mon corps, ma santé, qui est absolument qui est vitale, quoi, hein, qui est très important, donc ce qui est les rituels, le sport, l'alimentation, auquel je suis toujours très attentif, et sans doute de plus en plus. À ce propos, d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai mis en place moi, un rituel du matin, dont j'ai pu parler à d'autres occasions. Et ça, je le fais depuis 2015. Donc, depuis 2015, donc ça va faire, voilà, ça va faire 7 ans en 2022, là. Je fais un rituel alors, tous les matins, ou presque, hein, enfin, c'est sans doute 300 jours par an, quelque chose comme ça. Et puis en 2019, je crois septembre 2019, j'ai eu mal au dos, une alerte dans le dos. Alors en général, dans ces cas-là, je vais voir l'ostéo, et puis l'ostéo, il me remet ça en place, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Sauf que là, je suis ressorti de l'ostéo, je n'étais pas très bien, parce que le truc qu'il m'a dit, Monsieur Coudir, je ne peux rien faire pour vous. Et là, j'étais un peu blême. Je dis, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc après, j'ai fait un petit parcours de médecin, et puis de voir, de faire des radios, et je ne sais pas quoi, bref. Et puis, j'ai vu surtout le kiné qui m'a donné un certain nombre d'exercices à faire, d'exercices que j'ai intégrés dans mon rituel du matin, et que je fais voilà, tous les jours. J'ai plein d'exercices pour prendre soin de mon dos tous les jours. Ça a été intégré. Enfin, c'est quelque chose que je faisais déjà, le rituel. Donc, j'ai juste transformé mon rituel pour mettre les exercices dedans. Et puis, depuis 2019, j'ai plus mal au dos. Voilà. Alors, des fois, quand je me tiens particulièrement mal pendant longtemps, hop, je sens, je dis, ah ouais, là, il faut que je fasse gaffe. Mais vraiment, enfin, là, c'était vraiment intéressant pour ça. Voilà, donc identifier ce qui est important et s'y engager, c'était la deuxième clé que je voulais partager avec vous. Allez, troisième clé, en fait sans doute la plus importante d'après moi, c'est de s'auto-actualiser. J'ajoute avec joie. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui comprennent pourquoi j'ajoute avec joie. Je vais vous présenter ça tout de suite. En fait, je crois, j'en viens vraiment à l'idée que la vie, c'est un processus, hein, de maturation. C'est un processus, enfin, alors on mature comme on veut, mais moi je crois beaucoup à l'auto-actualisation de soi, hein. Moi, mon bonheur à moi, c'est de me construire, hein, de me développer, d'apprendre, donc et de m'auto-actualiser, toujours en phase, en découverte, en recherche, en actualisation de moi. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les travaux de Maslow, et souvent on dit que Maslow, il parlait de réalisation de soi, et comme si à un moment donné, on était réalisé, puis ça a été, c'était terminé. Non, Maslow parlait d'auto-actualisation aussi, hein, c'est-à-dire que être au top, en haut de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est aussi être en permanence en mouvement. Et il y a comme on parle on parle du soi en français, et quand on parle du soi, souvent il y a quelque chose d'un peu figé, c'est le soi, hein, qui est figé, mais en fait, en anglais, on parle du self, hein, quelque chose qui évolue en permanence. Voilà.
Eh bien, moi, je crois enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à devenir, hein, une personne peut-être meilleure, hein, d'année en année, et puis de tendre à devenir la personne que je sais pouvoir devenir, hein. Alors, ce n'est pas toujours confortable, parce que ce n'est pas juste je me fais plaisir à me bronzer sur la plage, mais et puis ça demande des efforts, ça demande des formations, ça demande de dépasser des obstacles. Peut-être que d'autres personnes, effectivement, elles cherchent plutôt le plaisir, faire la fête, être tranquille, ou les honneurs, le pouvoir, peut-être. Chacun sa quête, je dirais, mais moi, il me semble que l'auto-actualisation de soi, alors d'abord, c'est une recherche qui est exigeante, mais que je crois nécessaire, hein, et parce que je constate, hein, quand je regarde ces 10 ans, que ce qui est important a changé pour moi. Ne serait-ce que, au début, mes enfants étaient jeunes. Quand ils ont 5-6 ans, ma priorité numéro un, c'est mes enfants. Quand aujourd'hui, ils ont 18-19 ans, qui sont dans les études qu'ils ont voulu avoir, et bien, du coup, c'est plus ma priorité, c'est plus ma première priorité. Donc, il y a d'autres choses qui viennent. Donc, ce qui est important, ça change, même si, bien sûr, mes enfants restent importants, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, hein, mais voilà. Et puis, la vie change aussi, l'environnement change, et donc on a toujours à s'adapter. Et ça demande à toujours chercher le sens pour s'adapter, pour faire sa voie, trouver sa voie dans tout ça. Voilà. Et donc, cette idée de s'auto-actualiser, c'est de rester en phase avec soi. Parce que sinon, ça bouge et à un moment donné, on se réveille, on est à côté de ses baskets et on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, régulièrement, alors ça c'est quelque chose peut-être assez typiquement féminin, mais des femmes qui se sont beaucoup engagées comment dire, avec les enfants, quand ils sont jeunes, de tout faire pour eux, de se dévouer pleinement aux enfants, et à un moment donné, de se rendre compte, les enfants sont grands, et oui, mais où est-ce que je suis? En fait, je suis à côté de mes baskets, et je n'ai pas pris soin de moi, hein. Donc voilà, c'est juste pour illustrer effectivement cette notion de comment rester en phase aussi avec soi dans ce monde qui évolue. Euh, alors, petite illustration, je voulais en donner plusieurs, je vois le temps qui passe, mais je vais quand même parler du tennis de table que moi j'ai remis dans ma vie. Alors, je pense que c'est en 2015, parce que quand j'ai inscrit mon fils au tennis de table, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et du coup, je me suis mis à faire du tennis de table, et j'essayais, je me dis, bon, il faut que j'essaie d'en faire au moins une fois par semaine. C'est déjà un défi d'arriver à me libérer une fois par semaine pour faire du tennis de table. Et puis, voilà, ça n'a pas été facile au début, puis j'ai commencé à me mettre à peu près une fois par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je regardais mes mois qui passaient, et puis qu'est-ce qui me faisait particulièrement plaisir, là où je m'éclatais particulièrement dans ma vie, en fait, le tennis de table, ça remontait dans le top 3 quoi, des choses dans lesquelles vraiment, j'adore ça, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à y aller 2 fois. J'ai dit, du coup, je vais y aller 2 fois par semaine au tennis de table. Et puis 2 fois, c'était tellement bon, tellement excellent, je progresse et j'adore ça. Du coup, j'ai été 3 fois. 3 fois par semaine au tennis de table. Alors, pas toutes les semaines, hein, mais voilà, assez régulièrement, 3 fois par semaine, des fois 4. Après, je me suis dit, bon, je vais aller 4 fois par semaine. Et puis là, j'ai senti que c'était trop, et que ça me mettait trop de pression, et c'était pas bon. Donc, je suis redescendu tranquillement 3 fois, 2, 3 fois par semaine. Voilà. Donc, l'idée, là aussi, c'est voilà, c'est vraiment voilà, s'auto-actualiser pour voir où est-ce que j'en suis. Parce qu'avant, mes occupations avant le tennis de table, c'était beaucoup, en fait, moi j'ai un sport très, très urbain que j'aime beaucoup, c'est la danse. Mais la danse, j'avais des hauts et des bas, des moments où j'adore danser, c'est génial, et puis je danse beaucoup, et puis après, j'ai plus trop envie. Voilà. Pourquoi? J'avais peut-être besoin d'autre chose. Et le tennis de table, c'est venu effectivement remplacer et compléter, me donner voilà, une belle, comment dire, continuation dans quelque chose qui me nourrit. S'auto-actualiser, alors du coup avec joie, je vais quand même effectivement prendre un petit temps pour vous parler de l'outil joie. Tout le monde ne le connaît pas. Parce que déjà, ce que j'ai besoin de dire, c'est que voilà, dans ces 10 ans, je n'ai pas eu que des moments merveilleux.
Notamment, alors je pense en 2016, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une petite note pour moi, je ne sais plus quand c'était en 2016, mars 2016 ou quoi, j'étais un peu, ça allait pas, je m'ennuyais, je me demandais un petit peu ce qui se passait, etc. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais indépendant, et puis bon, je me dis, il me manque quelque chose, ça va pas, j'ai plus le même élan au travail, il me manque un projet, j'en ai marre, etc. Bon. Alors, ce qu'il faut, voilà, ce à quoi il faut être attentif, c'est de ne pas tomber dans le broyer du noir. Le broyer du noir, c'est quoi? C'est NOIR, et c'est être dans la négativité vis-à-vis de moi. Je suis mauvais, je ne sais pas faire, je suis nul, c'est toujours voilà, sur moi, ça ne va pas, etc. Se dévaloriser d'une certaine façon. O, c'est les obstacles. C'est-à-dire ne pas faire, ne rien faire, ne pas bouger, ne pas donc être dans cette espèce de, comment dire, de ritournelle de c'est pas pour moi, ou ils ne voudront jamais, ou j'y arriverai jamais, je peux pas, etc. Et j'essaye rien. Non, ça va pas. Il faut dépasser ça. Voilà. I, c'est l'immobilisme. C'est justement, du coup, je fais rien. Je ne bouge pas, il ne se passe rien. Et si il ne se passe rien, la situation ne change pas. Et si la situation ne change pas, voilà, je reste, moi, à broyer du noir dans ma tête. Et puis, R, c'est le rejet, justement, des émotions et ne pas, justement, peut-être ne pas chercher à voir ce qui ne va pas, ne pas être au contact de ses émotions, de son corps, de ce qu'on vit actuellement, pour justement se dire, il faut absolument que je sorte du trou, là, et puis j'arrête de broyer du noir et que je sorte différemment. Voilà. Alors, l'antidote à broyer du noir, alors c'est l'outil joie. Alors, je vous le présente rapidement. En fait, qui consiste à identifier ses rêves. C'est quoi? C'est mes joyaux, en fait. Mes rêves, j'en ai parlé. C'est mes projets qui me tiennent le plus à cœur. Et ça, c'est donner du sens, d'une certaine façon, à son énergie. Et en 2016, justement, ce qui me manquait, c'était ça. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de rechercher, le sens dans mes projets. Ensuite, O, c'est comment je m'organise pour le faire. Maintenant que je sais où je veux aller, c'est quoi mes désirs, mes rêves, etc., je m'organise. Le I, c'est je m'implique, je fais, je me retrousse les manches. Et puis, ça veut dire que parfois, c'est aussi c'est pas forcément confortable, ça peut aussi générer peut-être des conflits, des discussions avec d'autres, etc. Mais bon, c'est une façon de se lancer dans l'action. Et puis, le E, c'est mon évaluation, mais mon évaluation intérieure. C'est être justement toujours au contact de sa propre évaluation intérieure, de voir où on en est et est-ce que ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en mouvement, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça me correspond? D'accord? Voilà. Et si on regarde, l'illustration que je donne souvent, c'est l'écriture de 2 livres. Comment j'en suis venu à écrire 2 livres? C'est un jour, je me suis engagé, en fait, je fais l'histoire courte, je me suis engagé auprès de ma sœur, c'était en 2012 justement, été 2012, à dire je vais écrire 2 livres en 7 ans. Je n'avais jamais écrit un livre de ma vie, je dis dans 7 ans, j'en aurais écrit 2. Ah bon? Donc j'ai quand même pas mal procrastiné. Pendant un certain temps, je n'ai rien fait, jusqu'en 2014, je crois. Et puis en 2015, j'ai commencé à m'organiser des temps vraiment précis dans mon agenda. Donc je me suis vraiment organisé pour avoir du temps pour écrire. Et donc j'ai écrit. J'ai écrit un premier chapitre, un premier élément. Et en 2015, c'était juin 2015, eh bien, j'ai eu une réponse de mon environnement, en fait, de mon éditrice, qui lit mon premier chapitre et qui me dit « Waouh, Hervé, c'est super, tu écris très bien, c'est très intéressant, voilà, super, sauf que ce n'est pas dans notre ligne éditoriale. » Donc ça, c'était la réponse de l'environnement par rapport à moi, ce que j'avais fait, au contexte. D'accord. Et donc, j'ai été renvoyé dans mes buts. Et donc, mon évaluation, là, ça a été déjà, de sentir un peu voilà, un uppercut, là. Et j'ai dit, bon, OK, c'était au mois de juin, je laisse passer l'été. Et puis, fin août, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, c'est quoi mes joyaux? C'est écrire 2 livres. Je ne vais pas me laisser démonter, tant pis, je repars de feuille blanche et j'en écris un autre. Voilà. Et là, j'ai écrit du coup un livre sur la gestion du temps. Je me suis organisé, j'ai pris du temps, j'ai écrit un chapitre, j'ai envoyé, tout allait bien, ça allait bien dans la ligne éditoriale. Et donc, je me suis, voilà, j'ai pris les bons moments, les moins bons moments à l'écriture du livre. C'est aussi, voilà, il y a des hauts et des bas. Voilà.
Et puis, voilà, j'ai fini par l'écrire. Il est sorti 22 septembre 2016. Génial, premier livre écrit, super. Et puis, le temps est passé. Et puis, je me suis retrouvé fin 2018. Et fin 2018, je me suis dit, bon sang, il me reste à peine un an. Je m'étais engagé à écrire deux livres en 7 ans. Là, comment je fais? Et donc, j'appelle mon éditrice et je dis, bon, alors, un livre, etc. Et puis, je lui dis, bah, moi, il y avait le premier livre que j'avais commencé à écrire. En fait, c'est bien celui-là que j'ai envie d'écrire. Et là, elle me répond, ah, mais en fait, la ligne éditoriale a changé, donc ton livre, c'est OK, on le prend. Génial. Et donc, j'ai pu effectivement me remettre le cœur à l'ouvrage, organisation, m'implication, etc. Et puis, en juin 2019, donc c'est-à-dire quasiment 7 ans, jour pour jour, après 2012, mon deuxième livre est sorti. Voilà. Voilà un peu pour expliquer, pour illustrer avec donc cet outil Joie, comment voilà, s'engager, s'auto-actualiser par rapport à l'environnement, et être en concordance. L'idée, c'est effectivement, on a nos désirs, nos rêves, etc. L'idée, c'est d'essayer de les réaliser dans le monde extérieur en s'activant. Et puis, il y a aussi les événements du monde extérieur qui nous touchent et comment on va, l'idée voilà, comment on réagit avec ça, comment on transforme peut-être quel impact ça a sur nos buts, nos rêves, etc. Sachant que là où on danse, c'est qu'on est particulièrement joyeux, c'est quand nos désirs et nos rêves et puis les événements du monde qui nous touchent sont en concordance. Voilà ce que je voulais dire pour illustrer cette notion d'auto-actualisation de soi. Je passe sur certains détails, je vois qu'il est 17h51. Alors, le message, quel est mon message clé? Le message que je veux faire passer à travers cette conférence, c'est voilà, moi ce que je vois, ce que je comprends, ce que je conçois là, en regardant les 10 ans passés, depuis que j'ai décidé d'être heureux, c'est que en fait, le bonheur se construit, c'est un processus. Voilà. Je crois aussi que c'est une compétence qui s'acquiert. Donc, c'est à la fois on est dans le processus, donc quelque chose qui bouge, et à la fois on développe cette compétence. Alors, décider d'être heureux, hein, comme j'ai fait le 13 septembre 2011, je crois que ça permet de faire sauter des verrous. Hein. Plutôt que de se dire, est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Voilà, je le décide, hein, et ça facilite la tâche. Ça me donne la permission, et ça réduit les obstacles pour rentrer dans le fait d'être heureux. Et moi, ça m'a donné un élan, en tout cas, ça m'a donné tellement de choses à vivre. Hein. Du coup, je me suis lancé dans la théorie de l'autodétermination, j'ai eu les meilleurs mois de ma vie, en juillet 2014, novembre 2013, j'ai eu des moments d'euphorie, j'ai eu plein de saveurs, des premières fois de ma vie, j'ai réalisé mes rêves, écrire 2 livres, j'ai fait un voyage itinérant de 3 semaines aux États-Unis, enfin tout ce que je vous ai raconté, et puis plein d'autres choses dans les domaines de ma vie qui me sont chers. En tout cas, le bonheur dont je parle, moi, c'est il y a cette capacité, hein, de devenir davantage soi-même et d'être toujours aligné avec soi. Et c'est ça, je crois, qui donne particulièrement de bonheur à l'ouvrage, se rapprocher de soi tout en s'auto-actualisant, ne pas rester le Hervé d'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, etc., mais être toujours voilà, à l'affût de ce qui se trame et de ce qu'on devient dans le monde aussi qui évolue. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que ma recette du bonheur il y a 10 ans concluait que finalement, le bonheur pour moi, c'était d'être davantage soi-même dans l'instant présent. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je dirais que le bonheur pour moi, c'est de m'engager dans des activités qui ont du sens pour moi et qui me permettent de me rapprocher un peu plus de la personne que je suis en train de devenir. Alors, on a vu dans cette conférence que ce n'est pas totalement acquis, hein, parce que le monde impose lui-même sa réalité, parce que nous, on change nous-mêmes continuellement. Mais finalement, être heureux, est-ce que ce ne serait pas de continuer à s'aimer soi-même, même quand on rencontre des difficultés, des obstacles, même quand on n'est pas au top, même quand on se plante, quand on rate quelque chose, même quand on est à côté de ses pompes, et finalement, même quand on n'est pas heureux. Et cette forme d'amour de soi, là, ce n'est pas un amour narcissique, c'est un amour qui ouvre. Hein, au contraire, c'est un amour qui donne à soi-même et autour de soi. C'est aussi, bien sûr, la capacité d'aider les autres
leurs difficultés, leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs maladresses. Alors, je pense que décider d'être heureux, bah, c'est peut-être un premier pas, un premier témoignage d'amour que l'on se donne à soi-même. Je dirais, c'est une espèce de chèque en blanc, un acte de confiance absolue en soi-même, c'est comme ça que je le sens, une autonomisation, une responsabilisation que l'on prend pour soi, pour ne jamais s'abandonner, quelles que soient les circonstances. Soyez heureux, décidez-le. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Et puis, alors il nous reste un petit temps d'échange pour vos questions, vos inspirations, décisions. Est-ce que vous pouvez éventuellement témoigner, refléter? Allez, je me lance. Oui. Je voulais vous remercier vraiment parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris le temps pour s'exprimer avec autant d'authenticité, de partage, de clairvoyance, de mots qu'on n'entend plus, comme l'amour, savoir accepter les échecs qui font partie de la vie et malgré ces échecs, pouvoir, s'accepter comme ça. Parce que la recette du bonheur, c'est comme vous dites, c'est pas une recette de cuisine et voilà, c'est chacun se l'approprie, la vit, l'actualise et elle reflète aussi, je pense que quand on est, dans cette dynamique-là, pour soi, on le partage beaucoup mieux avec les autres. Vous avez tellement dit, tellement donné, merci, merci, merci. Beaucoup de gratitude et de bienveillance, ça me fait du bien. Je suis assez émue, heu, voilà, merci. Merci, merci Raïma, j'adore tes témoignages et je prends. Rapidement, Hervé, Oui, ce que j'ai eu une réflexion ce matin avant la réunion en me oui. disant c'est accessible à tous. Encore faut-il le vouloir. On est maître de notre destin. Et voilà, il faut que chacun en prenne. Et là, je pense qu'il y a, comme la personne avant moi a dit, bienveillance, il y a qu'à prendre. Et le bonheur, comme tu dis, il est à l'intérieur de nous. C'est une fleur pour moi. Je le représente comme une fleur qui s'épanouit tous les jours. Merci à tous et puis merci Hervé encore une fois. Et à bientôt. À bientôt. J'entends comme tes paroles résonnent aussi, Carole, parce qu'on se connaît un peu et je sais que tu aussi, tu as fait un sacré chemin et que tu représentes vraiment quelque chose aussi dans voilà, ce bonheur. Enfin, tout ce que tu dis pour moi résonne aussi par de ton expérience. Hervé? Oui. Oui. Moi, je voulais partager un témoignage d'un résident tu sais que je travaille avec les seniors, donc ils ont beaucoup à nous apprendre. Et j'ai un résident qui est mort, qui a vécu jusqu'à 108 ans. Et les journalistes de TF1 étaient venus l'interviewer. Il est passé au journal de 20 heures. Et il a eu une phrase très intéressante. Il a dit: j'ai toujours été curieux de tout, un curieux de la vie. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez fort, je trouve. Ouais, merci Julien, toi qui travailles effectivement auprès des personnes, de nos aînés. Ouais. Et être curieux de la vie, ouais, déjà c'est une émotion positive. Et puis il y a quelque chose dans le mouvement, hein, du présent et de la transformation. Très chouette, ouais. Merci. Je vais bien prendre la parole. Oui. Merci beaucoup Hervé, j'ai pris plein de notes. Dans les conseils que tu donnais, au tout début, tu dis quand on vit un moment fort, le partager avec d'autres personnes, ce que je fais. Mais parfois, je me dis que peut-être les autres personnes ne sont pas prêtes à accueillir ça. Si la personne n'est pas bien, il peut y avoir une sorte de jalousie, une sorte de… Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parfois, je dis, c'est presque indécent quand on est heureux, quand on vit des choses joyeuses, et ben d'en inonder les autres, en fait. J'ai un petit peu de mal avec ça. Oui. Oui. Moi, je le fais
et je vois le bien que ça fait. Et quand je le reçois, et je vois une personne ici qui récemment aussi m'a témoigné, enfin, que je suis très joyeux et vraiment quel plaisir ça me fait. En fait, et notamment quand je reçois de la joie de personnes que j'aime, que j'apprécie, mais je prends, et en fait, quand on a quelqu'un qu'on aime qui est joyeux, mais on prend de la joie. Enfin, voilà, il y a un truc un peu naturel. Donc, j'ai envie de te dire, je crois que je crois que tu es une personne qui le fait bien quand même, me semble-t-il, de ce que je connais de toi. Et bah, ouais. De le recevoir, ça c'est facile de recevoir la joie de l'autre. Après, de partager cette joie, je me dis que tout le monde n'est pas forcément prêt à accueillir ça. Ok, bah, fais-le avec moi alors, déjà. Ok, je Tu ne sais note. pas avec qui partager, moi je prends. Ok, entendu. Merci en tout cas pour tous ces beaux conseils que tu nous as donnés. Merci Maryse. Hervé, Oui, c'est Didier. oui. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais en fait, je crois que tu as mis un message subliminal, notamment dans ta première slide, où tu as écrit tous les mots sérénité, amusement, gratitude, émerveillement, joie, amour, intérêt, fierté, optimisme et inspiration. En fait, je prends toujours des moyens mnémotechniques pour me rappeler plein de mots. Et en fait, quand on prend les premières lettres de tous ces mots, ça fait sage, j'ai foi. Ah ouais, tu es merveilleux, Didier. Bravo, parce que Et merci Hervé, effectivement, je prends. j'ai beaucoup réfléchi pour arriver à trouver un moyen mémotechnique pour me souvenir des 10 émotions. Effectivement, sage, j'ai foi. Et ça permet de se souvenir de tout. Ouais. Waouh. Et bravo. Bien vu. Avec plaisir. Moi, je veux bien dire un petit mot. Oui, Sandra. Effectivement, tu reparlais de ton article au début de la conférence là, et moi, quand je l'ai lu, l'article, je ne sais pas pourquoi ni comment, peut-être parce que c'était un moment aussi où c'était moyen pour moi. Et alors, je ne sais pas si c'est un électrochoc et que ça va perdurer, mais en tous les cas, je me suis dit, voilà, moi, je vais faire pareil et je décide aujourd'hui d'être heureuse. Yes. Donc, j'ai copié. J'essaye en tous les cas de copier. Donc, voilà, et c'est vrai que de sentir ça en soi, ça change le regard sur beaucoup de choses, quoi. Et alors, effectivement, comme tu dis, ça ne sera pas toujours au top comme ça. Il y aura des moments moins faciles, mais ouais, ça change vraiment l'état d'esprit qu'on peut avoir. Et merci beaucoup. Ça fait du bien. Et je voulais enchaîner sur autre chose, te remercier pour la conférence, bien sûr. Et il me semble que tu n'en as pas parlé ou alors j'étais pensive, en tous les cas dans ta conférence, parce que ce qui te caractérise quand même, je trouve, c'est le don. Enfin, tu donnes beaucoup. Et je pense que ça fait partie du bonheur, en tous les cas, peut-être pour toi. Enfin, j'imagine, et il me semble que tu n'en as pas parlé. Et voilà, c'est ce que ça m'évoque en tous les cas à la fin de cette conférence, parce que je te l'ai déjà dit et je l'ai déjà évoqué. Je trouve ça super ce que tu fais, et ce que tu partages avec nous. Et voilà, quoi. Voilà. Merci Sandra, ça me touche, hein, mais ouais, bah oui. Et je donne en tout cas ce que j'aime donner, quoi. Et là, je suis ravi. Et puis, voilà, des personnes qui reçoivent, et voilà, tu en fais partie, tu prends les balles au bon, hein. Il y a des personnes qui ne prennent pas la balle et il y en a d'autres qui la prennent. Et puis, effectivement, ça me donne envie de dire que moi, j'ai appris d'une personne en fin de vie qui m'a dit donner, c'est aimer, ER. Ou aimer, c'est donner. Enfin bref, je trouve ça intéressant. Oui, en fait, pour moi, l'important, c'est l'engagement à soi et aux autres. Oui, Didier, absolument d'accord. Et on avait donc, voilà, Ricardo, qui était donc au Cameroun, qui doit se déconnecter. Totalement d'accord. Des émotions sont à exprimer. Oui, donnez-vous l'occasion d'exprimer les émotions aussi, hein, ouais, et s'entraîner à les exprimer, ouais, aux autres. Un peu comme j'ai fait avec ces 100 jours avant 50 ans, où tu vas livrer et puis donner, effectivement, s'entraîner à dire les choses.
l'hypersensibilité. Bon, ce serait un sujet, ça aussi. Hein. Le bonheur est un engagement, oui. Les bonheurs simples, un sourire, un partage, oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, voilà, avec 5 minutes de rab, vraiment, je vous remercie vraiment tellement pour votre présence. Et bon, je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Vraiment. Merci. Et puis, il y a plein de personnes que je revois très bientôt. Et puis, pour les autres personnes, les personnes que je ne connais pas aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, plein de choses que je propose pour aller dans ce sens-là. Merci infiniment. Belle soirée.